Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de La Sueur des Étoiles. Quoi mon t-shirt? Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt? Oh, ah bah oui, bah, la boulette. À la boulette. L'erreur du débutant. Je me change vite fait et j'arrive. Bonjour. Ah là c'est mieux. Bienvenue à tous et à toutes pour le lancement, la première vidéo de notre chaîne YouTube, que dis-je, notre média, mais que dis-je encore, notre divin enfant, Rubrix. Mais wesh, il existe déjà beaucoup de chaînes YouTube. C'est quoi le concept et vous allez faire quoi? Et pourquoi les belugas ont des pattes palmes? Eh bien, merci pour votre remarque qui, malgré sa forme ridicule, va me permettre d'introduire très brièvement cette chaîne. Rubrix, c'est un projet porté par 3 amis d'enfance, et ce, dans une volonté commune de vous faire partager par l'entremise du petit écran des anecdotes folles, des belles histoires, des connaissances qui nous ont inspirés, de l'information que vous ne verrez pas ailleurs. Bref, des choses qui nous portent à cœur et qui, on l'espère, vous plairont tout autant. Le concept concrètement? Eh bien tiens, Dan est un des cofondateurs. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Un mot? Ouais. Drôle! C'est un comique. Passons plutôt à Brieux, qui est aussi un autre cofondateur de la chaîne et animateur de cette chaîne Rubrix. Est-ce que Brieux, tu saurais nous en dire 2 mots? 2 mots. D'accord. Ben, je crois qu'on va faire ça seul. Surtout, attachez bien vos ceintures, car Rubrix vous donne rendez-vous sur cette chaîne 2 soirs par semaine, le mardi et le samedi. Vous avez bien entendu, 2 vidéos hebdomadaires sur des sujets et des thèmes qui peuvent varier très fortement. Dans un souci de pouvoir couvrir et aborder un maximum de ces sujets divers et variés, nous vous proposons 4 émissions qui se suivront à tour de rôle tous les mardis et les samedis et qui aborderont chacune une rubrique bien spécifique. La politique, les innovations technologiques, ça fait beaucoup de X, c'est chiant, je sais, le sport aussi et les jeux vidéo. D'où le nom Rubrix. Eh oui! Et le sport, c'est d'ailleurs ce qui est au menu de ce premier épisode de La Sueur des Étoiles. Allez, fini de blablater, passons directement au vif du sujet, les grands exploits des petits clubs de foot en coupe. Générique. Pour commencer, pour qu'il n'y ait aucune confusion auprès de nos spectateurs peu férus du ballon rond, je tiens à rappeler que la Coupe est une compétition nationale différente d'une autre compétition qu'on appelle le championnat. Alors que dans un championnat, on a 10 à 20 équipes, comme dans le championnat belge, qui jouent l'une contre l'autre pour espérer engranger des points et in fine être le premier d'un classement et donc être champion, un peu comme l'Antwerp le fut il y a quelques semaines, une coupe est totalement différente. Une coupe se compose de différents tours, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, des tours à élimination directe. Cela veut dire que si vous perdez votre match, c'est ciao, bonsoir. Vous êtes éliminé et vous devrez alors retenter votre chance l'année prochaine. Cette année, le vainqueur de la Coupe de Belgique a également été l'Antwerp. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle un doublé, c'est-à-dire une équipe qui gagne à la fois la coupe et le championnat national. Mais je reviendrai au cas de la Crocky Cup, c'est le nom qu'on a donné à la Coupe de Belgique un peu plus tard. Je vous laisse déjà présager le peu de sérieux de cette coupe, rien qu'au nom qu'on lui a donné. Par leur caractère incertain et le fait que tout se joue en un match, les coupes nationales sont souvent le théâtre de belles histoires, de grands frissons. Des clubs de division inférieure, division 3, division 4, division 5, division 6, qui évoluent habituellement sur des champs de patates devant une poignée de supporters fidèles, peuvent, à la suite d'une simple victoire, être propulsés sur le devant de la scène et jouer contre des clubs de division 1 qui, habituellement, disputent des Coupes d'Europe vraiment d'un tout autre niveau.
À ce moment-là, la joie est immense. Parfois, comme le foot n'est pas une science exacte, en un match, David peut terrasser Goliath. Et alors, c'est l'effervescence dans toute la ville. La billetterie pour le match suivant, le petit club qui accueille une grande équipe, la billetterie tourne à flot. Le club fait le plein de recettes. La télévision vient parfois filmer et retransmettre les matchs. Bref, à ce moment-là, c'est le rêve pour ces petits clubs. Pour mieux illustrer mon propos, on se rend tout de suite en France, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. La France du football. Cette illustre nation au génie littéraire, aux supporters passionnés et à ces melons de taille démesurée. Je rigole, amis français, bis sur vous. Eh bien oui, la France a naturellement sa coupe nationale, que l'on appelle tout sobrement la Coupe de France, qui est intéressante, très intéressante, car c'est un véritable terreau à belles histoires impliquant des clubs amateurs ou semi-professionnels, mais bref, des petits clubs qui déclenchent des grandes émotions. Ces petits poussets qui parviennent à déjouer les pronostics font bien sûr la fierté de la bourgade locale, mais peuvent aussi compter sur le soutien de la France tout entière qui se met à apprécier, à féliciter, vraiment à suivre de près ces nouveaux héros. Ce fut le cas en 2000 avec la petite équipe de Calais dans le nord de la France. Chez le Nord. Le nom officiel, c'est Calais Racing Union Football Club, qu'on va raccourcir en Calais RUFC. Eh bien, cette année-là, Calais évolue dans la modeste 4e division du championnat français. À ce niveau, l'équipe est bien entendu composée de purs amateurs. Dans ma liste, j'ai vu qu'il y en avait un qui était employé à la mairie, un autre intendant de camping, il y avait des professeurs d'école, un peintre. Bref, pour eux, le football est beaucoup plus une passion qu'un métier. C'est même une époque où les amateurs ne touchent pas d'argent, peut-être de petites primes à la victoire, mais c'est pas encore comme maintenant. Comme tous les clubs, même ceux d'un niveau très bas, Calais est invité à participer à la Coupe de France. Elle fait son entrée au 4e tour du dite coupe et elle est opposée à un club qui s'appelle Campagne-les-Hesdin. Alors, ça vous dit sûrement rien du tout et c'est normal car c'est une équipe d'amateurs encore plus modeste, encore moins bien située, 3 divisions en dessous de Calais, qui a réussi à s'extirper des tours précédents de la Coupe de France. Les tours où vraiment les clubs les plus bas s'affrontent pour que les champions en ressortent. Calais est donc opposée à cette équipe et elle va la balayer d'un 10-0 bien senti. Le parcours de Calais en Coupe de France commence à devenir complètement fou. Surtout quand en 32e de finale se dresse le voisin lillois, le phare du Nord. Le LOSC évolue alors en Division 2 et, petit spoiler, ils évoluent même très bien, ils finiront par être champions de la Division 2 à la fin de la saison. Éliminés un an plus tôt de la Coupe de France par les mêmes Lillois, pour les Calaisiens, l'heure de la revanche a sonné. Après 120 minutes de jeu, le marquoir affiche toujours 1-1. C'est un exploit car n'oubliez pas, Lille se situe 2 divisions au-dessus de nos amateurs de Calais. Eh bien, après une séance de tirs au but dingue qui finira sur un score de 7 tirs au but à 6, c'est bien Calais qui crée l'exploit et élimine Lille de la Coupe. C'est en demi-finale que la petite formation nordiste va véritablement écrire l'histoire de la Coupe de France. En demi, notre équipe de Calais est opposée au Grand Girondins de Bordeaux, qui est une équipe en forme du moment,
Alors, faut rappeler qu'ils ont été champions de Ligue 1 l'année précédente, donc champions en titre, et qu'ils évoluent donc la même année en Ligue des Champions face à des grands cadors européens. La rencontre se déroule dans un stade Félix Bollaert de Lens, plein à craquer et chaud bouillant. Oui, vous vous dites, tiens, Lens, mais le stade municipal de Calais étant trop petit pour accueillir un tel match, le match a dû être délocalisé chez des voisins du Nord, Lens, qui se trouve à 1 heure de route. Et malgré tout, ça n'a pas refroidi les supporters qui ont massivement fait le trajet. Il y a 40 000 supporters dans un stade pour supporter une équipe de Division 4. C'est fou. À la fin du temps réglementaire, le marquoir du stade affiche un score nul et vierge. Et dans les prolongations, la magie s'opère. Il y a d'abord un but, 1-0 à la 8e minute de prolongation pour Calais d'une superbe frappe lointaine. Ensuite arrive un petit but bordelais, pile poil pour relancer le suspense. À la 22e minute, erreur de la défense de Bordeaux, Calais a un pied en finale. Et bientôt 2, car dans les dernières secondes de prolongation, ils viennent encore alourdir le marquoir. 3-1, victoire inattendue, victoire étonnante, victoire magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Calais vient de faire. Le stade est en ébullition. Les supporters de toute la France, bon, sauf Bordeaux, célèbrent la victoire inespérée de ce petit pousset. Les unes des journaux le lendemain sont dithyrambiques et le reportage télévisé, mais ma foi, ils valent leur pesant d'or. Comme cette séquence-ci, elle est incroyable. J'ai été travailler ce matin, mon patron m'a dit « Retourne chez toi, t'as congé ». Une nuit d'enfer. Et une nuit d'enfer, c'est terrible. Et puis j'ai perdu ma femme. On l'a perdu, je sais pas, doit être car à Lens, je sais plus c'est quoi. C'est officiel. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe de France, une équipe de Division 4 s'invite en finale de cette compétition prestigieuse. Celle-ci a lieu dans l'illustre Stade de France à Paris un 7 mai 2000 face aux Canaries du FC Nantes. Une équipe à l'époque pas très en forme en Ligue 1. Ils termineront 12e à la fin de la saison, mais seront champions l'année d'après. Et c'est pas pour rien, c'est un club qui a une vraie histoire, un vrai palmarès derrière lui et qui donc sait être au rendez-vous des grands moments de l'histoire. Bon, ne faisons pas durer le suspense. Nos héros d'un soir s'inclineront finalement 1-2 lors de cette finale, suite à un penalty très litigieux en fin de rencontre, mais non sans la satisfaction d'avoir marqué l'histoire de la Coupe de France, voire même l'histoire du football mondial. L'image forte de cette fin d'épopée, donc de cette finale, c'est lorsque Michael Landreau, le gardien du FC Nantes, invite le capitaine de Calais, Réginald Belk, à soulever la coupe lors de la remise du trophée. Mais quid de ce club les années suivantes? Quelles ont été les années qui ont suivi ce conte de fées? On s'attendrait à ce que le club de Calais surfe sur l'engouement qu'a suscité sa belle épopée en Coupe de France. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. Les années qui ont suivi ont été très compliquées et ont même été ce qu'on peut appeler une véritable descente aux enfers. Tout d'abord, après leur exploit en Coupe de France, aucun des joueurs du Calais RUFC n'est parvenu à faire une carrière professionnelle, malgré les nombreuses sollicitations qu'ils avaient reçues juste après la finale perdue. En septembre 2017, c'est la fin de tout. Le Calais Racing Union Football Club disparaît totalement de la carte du football français suite à une liquidation judiciaire du club. Reste encore à Calais, comme vestige de cette époque magique, le stade de l'Épopée, nommé justement en hommage à ce beau parcours en Coupe de France, qui accueille aujourd'hui un nouveau club qui s'est un peu établi sur les cendres de feu Calais RUFC, le Grand Calais Pascal Football Club, qui évolue certes à un niveau encore plus modeste, mais qui pourrait revenir à l'avant-plan, au devant de la scène. On ne sait pas, peut-être une Coupe de France qui passera par là, on ne sait pas. Le club de Calais est loin d'être un cas à part. Ailleurs en Europe, quelques belles surprises ont également émaillé les coupes nationales avec des histoires complètement rocambolesques. Il faut d'ailleurs que je vous en raconte une bonne.
Une bonne femme qui exaspère son médecin, elle vient tout le temps, elle vient 3 fois par semaine et lui, il en peut plus. Non, là, je vous promets, c'est bien mieux qu'une blague de Bigard. Est-ce que vous avez reconnu cet hymne? Oui, ça vous parle, c'est tout naturel. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Finlande. C'est l'hymne finlandais, voyez. Lors de la saison dernière, donc en 2022, le club finlandais du FC Ilves Tampere, qui évoluait alors en division 1 finlandaise, appelée la Veikkausliiga, a rencontré ce club-là, donc le FK Ilves Tampere, a rencontré en 32e de finale une équipe qu'elle connaît bien, puisque c'était ni plus ni moins son équipe réserve, le FC Ilves Tampere 2. Bon, alors je vous fais le bref rendu du match tel que l'ont rapporté les médias finlandais. Visiblement peu enclins à se faire marcher dessus par leurs aînés, les réservistes habituels ont proposé une bien belle opposition, tenant l'équipe première de Tampere en échec pendant de longues minutes. Waouh! Et alors que le score était figé à 1-1, l'incroyable se produisit. Tu as dit. But 2-1 à la 95e minute pour Ilves Tampere 2, l'équipe réserve. Croyez-le ou non, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ce qui est écrit. Hein. Regardez d'ailleurs la preuve en vidéo. Ai että Ilves 2 tekee maalin. Harmittava takaisku. Totta kai tämmönen maali tulee Ilveksen. Mikä loppu. Vaikea syöttö, pomppaa juuri tuossa ennen Huhtasen jalkaa ja Huhtasen nopeus. Eh bien oui, au bout du suspense, l'équipe réserve du FC Ilves Tampere élimine l'équipe première du club et se voit donc catapultée au tour suivant de la Coupe finlandaise. Quelle histoire folle quand même. Bon, parlons un peu Belgique, il est temps. Là-dessus, je vais lâcher mes notes pour lâcher un gros coup de gueule. Un coup de gueule contre notre coupe nationale, la Croquis Cup. Bon, outre la question de savoir si c'est bien éthique d'avoir une marque de chips comme nom d'une coupe de sport qui est regardée par les plus jeunes, voire même une marque de bière pour le nom de notre championnat, la Jupiler Pro League, l'on peut également reprocher à notre coupe nationale d'être castatrice. Castatrice de toute prouesse de la part d'un petit club. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'avère impossible, ou alors qu'il y a très peu de chances qu'on ait en Belgique une histoire à la Calais. Qu'on ait un club de 3e, 4e, 5e division ou un club de provincial qui parvienne à atteindre les demi-finales d'une Coupe de Belgique. Ça n'arrivera jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mon cher. Dans ce cas-ci, cher monsieur, permettez-moi de vous rétorquer que ce sera vraiment jamais. Et d'ailleurs, il y a une raison qui est inhérente à cela, une raison parfaitement dégueulasse. Je vous l'explique tout de suite. Attention, accrochez-vous, il y a un peu de politique là derrière. Actuellement, la Coupe de Belgique est prise en otage par les clubs de Division 1, les clubs de l'élite. Et on le sait, c'est un secret de polichinelle, un secret pour personne. Partout dans la gestion du football belge, les clubs de Pro League, donc de Division 1, règnent en maître et écrasent sous leur poids les petits clubs semi-professionnels et amateurs qui n'ont presque pas le droit à la parole. Alors si dans les faits, tous les clubs du royaume, que ce soit des clubs amateurs belges, des clubs semi-professionnels ou des clubs professionnels, ont bel et bien tous le droit de prendre part à la Coupe de Belgique, le format auquel ils souscrivent est profondément discriminant, injuste, surtout pour les petits clubs. Cette petite qui se glisse là, cette petite fraude insidieuse et un peu cachée se déroule au moment où, dans le parcours de la Coupe, les clubs de Division 1 rentrent en jeu. Normalement, partout en Europe, lorsque vous avez une Coupe, avec tous des tours comme ça qui suivent, où les clubs s'éliminent entre eux, vous ne faites pas rentrer vos clubs de Division 1 dès le début, parce qu'ils ont déjà tellement de matchs à disputer, ils jouent parfois en Coupe d'Europe, ils ne sauraient pas tenir le rythme. Donc d'abord, vous faites affronter des petits clubs, tour après tour, et après, imaginons au 5e tour, ce qui est l'équivalent des 16e de finale, vous faites rentrer vos clubs de Division 1,
Et vous faites un tirage au sort avec toutes les équipes, donc les 16 clubs de division 1, plus les 16 clubs qui ont réussi à se qualifier lors des tours préliminaires. Vous mélangez les boules, vous tirez, et hop, les équipes se mettent ensemble. C'était trop beau. Pas en Belgique, pas en Belgique. Regardez à l'aide de ce schéma. Nous avons représenté les 16e de finale à gauche. Eh bien, lorsque les clubs de division 1 belges font leur entrée dans la Coupe de Belgique, dans les 16e de finale, le tirage au sort est biaisé. Les 16 clubs de D1 sont placés à chaque fois dans un des matchs de 16e de finale, de sorte qu'ils ne peuvent pas se rencontrer l'un contre l'autre. Et dans la même veine, cela veut dire que des clubs amateurs qui ont réussi à se sauver jusque-là et qui veulent aller le plus loin possible vont être obligés de jouer contre un grand club de division 1. Regardez ici concrètement comment ça s'est passé lors de la dernière édition de la Coupe de Belgique. Des clubs de division 1, vous voyez, affrontaient dès le début des clubs de division 2, division 3, division 4. Ainsi, le club de Détroit du Patro Heisden était face au grand club de Bruges. La petite équipe de Meux de division 4 était face à Saint-Tron. Deinze, la division 2, donc club semi-professionnel, se voyait aussi obligé d'affronter un club de division 1. Et bien sûr, les résultats ont montré que les clubs de division inférieure ont quasi tous été balayés par les équipes de division 1. C'est logique. Il y a juste Deinze qui a réussi à créer l'exploit et à se qualifier au détriment d'Eupen pour les 8e de finale. Spoiler, ils se sont fait laminer au tour suivant, donc il y avait déjà plus de clubs amateurs en quart de finale. Ce qui est très rare dans les coupes étrangères. En Belgique, c'est comme ça que ça se passe. On privilégie son petit entre-soi de D1 belge. Vous voyez donc de vos propres yeux la logique perverse de ce format qui empêche tout petit club amateur d'aller le plus loin en Coupe de Belgique et donc on ait de belles histoires aussi à raconter chez nous en Belgique. Mais ça, c'est l'exemple parfait de l'entre-soi des clubs de l'élite, des clubs professionnels qui font tout pour augmenter leurs chances de victoire finale en Coupe et donc d'obtenir un ticket européen, écarter les autres pour avoir plus de chances de remporter la mise. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est ça que tu dis. C'est même un manque de respect Inouï. En France, par contre, là où on a vu avec l'exemple de Calais que les petits clubs pouvaient créer des grandes histoires en Coupe de France, eh bien, une des raisons à cela, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme lors du tirage au sort. Dès l'entrée en lice des clubs de division 1, des clubs de l'élite, qui se fait d'ailleurs en 32e de finale, donc c'est-à-dire un tour avant nous, pour dire d'encore mieux brasser les petits clubs, les grands clubs, franchement c'est super, eh bien, dès cette entrée des grands clubs, le tirage au sort est totalement respecté. Ce qui fait qu'on peut avoir un club de division 3 qui affronte un club de division 4. Et dans la rencontre, une autre rencontre, le même soir, on aura un choc entre deux clubs de Ligue 1, par exemple le PSG et Marseille. Ou bien on aura encore un autre match où s'affronteront une équipe de division 2 et une équipe de division 5. C'est quand même beaucoup plus noble et fair-play comme format, ça, non? Puis, pour revenir à la Belgique, autre scandale, celui-là je vous le donne, c'est cadeau. Sachez que si un club de division inférieure, un petit club amateur, parvient à créer l'exploit et à aller en demi-finale de Coupe de Belgique, le dernier carré, il devra disputer non pas une rencontre éliminatoire, mais il devra se taper un match aller-retour, donc un match en 2 confrontations. Là encore, pourquoi? Pour être sûr que s'il n'y a jamais un miracle au match aller, que le petit club parvient à surprendre le grand a les moyens de rectifier le tir au match retour et donc de s'assurer une place en finale. Tout ça est réfléchi, c'est dégueulasse. Pour résumer, tout cela fait à mes yeux de la Croquis Cup une compétition fade, sans sensation, dans laquelle les dés sont pipés afin d'avantager les plus gros. Heureusement, le CIO de la Pro League, Lorin Pareis, a annoncé des changements dès la Coupe de Belgique prochaine. Des changements majeurs. Ainsi, lors de la prochaine Coupe de Belgique, les clubs de division 1, bien qu'ils rentreront toujours en 16e de finale, alors qu'en France c'est 32e, eh bien, ne seront plus protégés. Cela veut dire que le tirage au sort pourra décider qu'ils jouent l'un contre l'autre. Par la force des choses, des clubs amateurs qui ont réussi à s'extirper des tours précédents pourront également jouer l'un contre l'autre, ce qui fait que mathématiquement, vous en doutez, on aura des clubs amateurs qui iront plus loin que d'habitude.
Laurine Pareys, donc le CEO de la Pro League, a d'ailleurs déclaré « Cela donne une plus grande chance aux petits clubs d'aller loin et d'écrire une histoire comme seule la Coupe peut offrir. » Et franchement, on le suit là-dessus et c'est tant mieux. Et voilà, c'est fini pour cet épisode de la sueur des étoiles. On voit que ça a marché. Je ne sais pas si ça vient des étoiles, mais il y en a. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, du coup. Ici, le prochain rendez-vous que Rubrix vous donne, par contre, c'est une émission samedi prochain dans la rubrique politique. On parlera de politique. C'est Dan qui animera cette émission, qui tiendra elle aussi toutes ses promesses. En attendant, souscrivez à un abonnement. J'ai trouvé cette petite phrase tantôt, j'étais assez content, assez fier. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like. Bisous.